Je vais d'abord passer la parole à Joseph pour nous parler de ta marche. Et ensuite, je passerai la parole à Pierre Athanas, qui est vice-président à la métropole de Lyon. Et avec nous aussi Gauthier Chapuis, qui est adjoint à la ville de Lyon. Et pour finir de présenter les personnes qui sont là, également Hugues Mouret, qui est de l'association Arthropologie. Joseph, toi. Voilà, alors en bref, je vais vous dire pourquoi on est là et pourquoi on a entamé cette marche. Donc je suis conservateur, enfin j'étais conservateur de la Massane depuis 31 ans. Et c'est une forêt, la forêt de la Massane, qui est située à l'extrémité des Pyrénées-Orientales. C'est ce qui domine Argelès-sur-Mer, Collioure, là, si vous connaissez un petit peu. Et cette forêt est une forêt très très importante en termes de conservation de la nature. Et puis c'est une forêt assez exemplaire dans la façon dont elle a été traitée depuis des millénaires. C'est une forêt qui est une forêt refuge glaciaire, ça veut dire qu'elle a passé les glaciations. Et quand vous connaissez l'histoire des forêts, en fait, au moment des glaciations, les forêts, comme c'est une hêtraie, et le hêtre est repoussé sur les bordures de la Méditerranée et ne peut résister finalement au froid que dans quelques refuges comme ça qui sont parsemés tout autour de la Méditerranée. Quand ça va se réchauffer, c'est à partir de ces noyaux de biodiversité que le hêtre va pouvoir recoloniser le nord de l'Europe il y a entre 18 000 et 6 000 ans. Du fait de son ancienneté, elle est particulièrement intéressante puisque comment dire, du fait de son, pardon, je commence à être fatigué en fait par la marche, je me rends compte que ça a un impact sur mon élocution maintenant. Bon, du fait de son ancienneté, en fait, elle est super importante parce qu'il y a 3 critères qui sont très importants pour la conservation de la nature dans les forêts. C'est l'ancienneté de la forêt, c'est la continuité forestière, le fait qu'on n'ait pas coupé en fait les arbres, et puis c'est le facteur aussi très important, le troisième, c'est la naturalité. Donc c'est le fait que on ait laissé faire et on ait laissé en place les cycles forestiers complets. C'est-à-dire qu'à la Massane, vous allez avoir énormément de très vieux arbres, vous allez avoir beaucoup de bois morts, et Pierre Athanas qui l'a visité pourra peut-être en témoigner et donner d'autres exemples sûrement de forêts qu'il connaît. Et ça confère à cette forêt une diversité extrêmement riche. L'autre facteur, c'est que le facteur humain, dans l'histoire de cette forêt, c'est qu'elle a toujours été un peu sacralisée. Sur les crêtes de la Massane, on a trouvé énormément de haches d'ornement, donc du néolithique, hein, jusqu'à donc il y a plus de 2000 ans. Et puis les Grecs et les Romains en ont fait un espace sacré aussi. Donc on a un site archéologique qui a été fouillé, sur lequel on a eu une thèse et qui est actuellement considéré comme le temple d'Aphrodite, quand même c'est pas rien. Donc on est à l'extrémité des Pyrénées-Orientales, et là, à la Massane, on aurait le temple d'Aphrodite qui correspond en fait à un environnement extérieur. Donc la description littérale de cette description du temple, c'est une forêt avec des très vieux arbres, un très grand rocher et une source. Et effectivement, ce site correspond en descriptif. Alors bon, voilà, ça amène un peu ça nous permet de la ramener un peu sur la Massane par rapport à ça, quand même, le temple d'Aphrodite, quand même, le temple de l'amour, c'est quand même beau. Et puis cette forêt a continué à être sacralisée, puisque, entre guillemets, sacralisée, mais en tout cas très, très respectée par les hommes, puisqu'en 1973, elle est classée comme réserve naturelle. Et puis en 2021, elle est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Donc ça, c'était quelque chose aussi de très important, de montrer qu'on peut aussi, que l'homme il est capable de classer au patrimoine mondial autre chose que des forteresses, des monuments de guerre ou des choses qu'il a fait lui-même, mais de laisser aussi reconnaître l'intérêt du patrimoine naturel. Donc c'était très beau pour la Massane d'être classée au patrimoine mondial. L'autre chance de la Massane, c'est qu'elle est à proximité d'un laboratoire qui s'est créé en 1882, qui est le laboratoire Arago, qui est maintenant l'Observatoire océanologique de Banyuls. Et donc depuis 1882, depuis le 19e siècle, les gens sont invités à venir travailler dans cette forêt. Et elle est devenue une référence scientifique à l'échelle internationale de l'étude des forêts. Et donc on a beaucoup travaillé depuis plus d'un siècle
sur cette forêt, sur les inventaires, et il y avait une question qui était de quoi est constitué un écosystème forestier. Ça, c'était une question de base. Et en 2023, c'était les 50 ans de la réserve, on avait pour objectif de passer les 10 000 espèces inventoriées. Donc on avait beaucoup travaillé pour arriver à ça, et c'est un résultat qu'on a obtenu. Et puis durant l'année 2023, on a eu le résultat d'autres inventaires menés grâce à l'évolution des techniques d'investigation du vivant, et en particulier de l'ADN environnemental. Et donc on a organisé un colloque sur les recherches de la Massane, donc à la fin de 2023. Et c'est effectivement là que sont arrivées les recherches sur on avait travaillé sur qu'est-ce qui arrive dans la forêt et qu'est-ce qui repart de la forêt, qu'est-ce qui est intéressant, est-ce que la forêt est une ressource pour l'extérieur, est-ce que ces cœurs de biodiversité peuvent servir à la recolonisation du milieu quand il est favorable. Bon, ben ça, la question, elle est oui. Pour plein d'espèces, j'aurais plein d'espèces à vous citer. Et puis pour l'autre question, c'était ce qui arrivait sur la forêt. Alors, il arrive des pluies, il arrive du vent, il arrive beaucoup de choses qui peuvent être assez positives sur la forêt. Je ne sais pas si jusqu'à Lyon ça arrive, mais vous avez les pluies rouges par exemple d'Afrique du Nord qui arrivent. Bon, alors ça par exemple, ça peut être très favorable pour les forêts parce que c'est plein de phosphore. Donc ça permet d'alimenter en fait la forêt, de l'apporter des minéraux qui permettent de croître encore plus vite. Donc ça peut être intéressant, mais ça amène aussi des éléments de l'activité humaine. Et on a travaillé sur ce qu'on appelle les dendrothelmes. Alors les dendrothelmes, ça fait partie des dendro-micro-habitats. Dendro, c'est l'arbre. Et les micro-habitats, vous comprenez, c'est des petits habitats qui sont dans les arbres. Alors, par exemple, si vous regardez par la fenêtre, là, vous avez des grosses branches et puis on voit des petites cavités qui sont là. Ça fait partie d'un dendro-micro-habitat. Vous avez du lierre qui va pousser sur le tronc. C'est aussi un habitat que supporte l'arbre. Vous avez des écorces décollées. Ça va être tout un tas de petits habitats qui vont abriter une faune spécifique. C'est pour ça qu'un arbre est très intéressant parce qu'il abrite plein de micro-habitats. Et plus l'arbre est vieux, et plus il va avoir des micro-habitats. Donc il faut laisser vieillir les arbres pour avoir une biodiversité très intéressante. Et donc on a étudié ces dendrothèmes, donc qui sont des cavités dans lesquelles l'eau peut s'accumuler. Voilà, donc ça fait des petits réservoirs dans la forêt. Et au départ, c'était une recherche fondamentale qu'on menait. C'est savoir comment ces différents dendrothelmes s'organisent dans l'espace et combien il faudrait de dendrothelmes et quelle qualité de dendrothelmes pour assurer une conservation de la nature et une forêt très très riche. Et donc c'était une question fondamentale parce que dans les dendrothelmes, quand on prend les paramètres physico-chimiques de l'eau, en fait, on a des dendrothelmes où il y a beaucoup d'oxygène, il y en a où il n'y en a pas du tout, il y en a où il y a beaucoup de matière organique, il y en a où il n'y en a pas du tout. Et donc on retrouve à l'intérieur de ces dendrothelmes toutes les caractéristiques des eaux douces en concentré sur la planète dans les forêts. Donc c'est super intéressant en termes de recherche fondamentale de regarder les organismes qui sont là-dedans parce qu'on a un échantillon finalement dans une forêt de tout ce qu'on va pouvoir trouver quand c'est pas perturbé par l'homme. Donc évidemment, on a trouvé plein d'organismes super intéressants et je vous disais, on a eu la chance d'avoir les sept spécialistes mondiaux là, de la méliofaune, en particulier des tardigrades, des gastrotriches, des rotifères, qui sont venus travailler pendant près d'un mois à la Massane. Et du coup, la Massane se retrouve avec 80% de la faune des rotifères, presque 60% de la faune des tardigrades de France. Voilà, donc c'est des groupes qui ne sont pas très étudiés, donc quand vous les étudiez, forcément, vous devenez champion du monde tout de suite, très rapidement, en tout cas champion de France. Et du coup, c'était intéressant parce que ça apporte évidemment beaucoup de choses. Tous ces petits organismes, ils sont très très importants, on ne les voit pas. À l'œil nu, il faut utiliser les microscopes ou des lunettes binoculaires très très gros, fort grossissement. Mais ils jouent un rôle fondamental parce que c'est eux qui vont être à la base des chaînes trophiques et c'est souvent eux qui vont réguler les chaînes trophiques justement parce qu'il y a plein de parasites là-dedans, d'hyperparasites. Voilà. Et donc ils sont dans l'équilibre du vivant, ils sont assez fondamentaux. Et donc forcément quand on a vu ces dendrothelmes, on a bien vu qu'il y avait au fond de ces dendrothelmes de la matière accumulée.
on a conduit des analyses sur ces produits qu'il y avait au fond. Et c'est là que la catastrophe est arrivée. Hein. On s'est rendu compte que c'était complètement pourri par les métaux lourds. Donc on a trouvé du plomb, de l'arsenic, du mercure, du cadmium, etc. En fait, la liste était infinie en fait, de métaux lourds qu'on trouvait là-dedans à des concentrations aussi fortes, voire plus fortes que dans les vases d'un port industriel comme Marseille. C'était plus pollué que des sols agricoles complètement pollués. Bref, on était un peu sidérés du résultat de cette concentration. Alors, c'est dû au fait que les arbres sont très vieux, très gros, et qu'ils peuvent accumuler pendant très longtemps. Mais du coup, c'est des très bons marqueurs de la pollution, parce que souvent, cette pollution-là, on ne peut pas la trouver, elle diffuse, elle rentre dans les nappes, elle rentre dans le sol, alors que là, c'est des seaux d'eau en fait, que vous mettez, et donc vous récupérez. Donc c'est des très très bons marqueurs du milieu et de la pollution dans les milieux. Alors on avait mis des petits pièges photos devant ces dendrothèmes, au départ, pour voir qui était susceptible de comment propager en fait les organismes qui sont là-dedans d'une dendrothème à l'autre. Et donc on s'est rendu compte que tous les animaux de la forêt venaient boire là-dedans. Et donc finalement ils venaient boire toutes les saloperies qui étaient dans la forêt, quoi, qui étaient dans ces cuvettes et qui étaient pourries de métaux lourds. On a travaillé sur l'air de la Massagne, la pollution de l'air. Donc on s'est rendu compte aussi que par rapport aux microplastiques, que l'air à la Massagne était aussi pollué que celui de la ville de Perpignan. Alors on n'a pas une grande ville comme Lyon. Je pense qu'à Lyon, ça doit être bien chargé aussi. Oh oui. Bon, je ne vais pas rentrer sur la chimie à Lyon, mais je pense que sur voilà, le sujet est vaste, hein, on pourrait en parler pendant très longtemps. Mais voilà, donc on s'est rendu compte que oui, l'air il circule et il amène avec lui évidemment les polluants partout sur la planète. Et donc cette constatation-là de la pollution de la Massagne, on l'a couplée aussi avec, alors je ne sais pas si je rentre dans les détails un peu, mais voilà, les eaux d'arrosage de la plaine du département sont principalement issues d'un plan d'eau qui s'appelle Villeneuve de la Rao, c'est-à-dire qu'on a dévié une partie des eaux d'un fleuve qui s'appelle la Tête. Moi je pense qu'on est un peu tombé sur la tête, mais l'eau est captée dans un grand réservoir naturel, enfin naturel, une ancienne zone humide qu'on a transformée en barrage pour avoir de l'eau pour l'agriculture. Et dans cette eau est d'une qualité pas terrible, et donc il y a des algues qui se développent là-dedans, en particulier les diatomées. Les diatomées, c'est des petites algues unicellulaires qui ont la particularité d'avoir une coque comme une coque de coquillage en silice. Donc la silice c'est très très dur, hein. Quand vous avez des accumulations de ces algues, on appelle ça la diatomite, hein. C'est la silice quasiment pure. Et donc on a pu voir le déplacement en fait de ces algues de ce réservoir jusque dans le captage des lichens de la forêt de la Massagne. Les lichens sont des organismes qui vivent très longtemps et qui sont susceptibles de capter pendant très longtemps toute la matière qui arrive. Alors il y en a qui ne résistent pas à la pollution, donc ils disparaissent, donc c'est des très bons indicateurs de pollution, mais ils sont aussi capables de capter tout ce qui circule dans l'air, et en particulier ces petites frustules de diatomées. Et on avait la chance, le fait de travailler sur cette forêt depuis 1882, c'était d'avoir des herbiers qui étaient antécédents en fait à la formation de cette retenue d'eau. Et donc on a pu faire le comparatif entre ce qu'il y avait sur ces lichens et ce qu'il y avait sur les lichens maintenant. Et donc il n'y a pas photo, voilà, l'eau circule, ces eaux d'arrosage du monde agricole circulent par vaporisation, par arrosage tout simple des champs, hein, et la diffusion des produits qui vont avec. Et tout ça, on a vu que ça arrivait aussi sur la Massagne. Et donc on a fait le lien de ces pollutions atmosphériques, toute cette dispersion des vents et des pluies qui tombent aussi à la Massagne, donc qui concentrent les produits qui vont tomber, qui vont se répartir sur la forêt. On a fait le lien avec l'effondrement qu'on notait sur la réserve. Alors la réserve reste un endroit exceptionnel, hein, je vous l'ai dit, 45 000 espèces, mais ça n'empêche que depuis 30 ans, on observe aussi un effondrement de la biodiversité en termes de quantité d'insectes.
Donc on est, je pense, à peu près dans les mêmes chiffres qui sont donnés partout sur la planète maintenant, je pense, mais surtout en Europe. C'est-à-dire 77% de perte de la quantité d'insectes en 30 ans. On voit beaucoup d'insectes aquatiques, là c'est 40% des insectes aquatiques qui sont menacés. On voit l'effondrement des papillons. Je vais vous donner un chiffre sur les papillons. Sur les papillons de jour en Occitanie, c'est une région très très riche, on part de la mer jusqu'à 3000 mètres d'altitude. C'est une région quand même qui est très très riche parce qu'il y a beaucoup d'influences climatiques et écologiques. Et du coup, on avait 245 espèces de papillons. Et sur ces 245 espèces, il y en a 43% qui sont en voie d'extinction, qui sont menacées d'extinction. Donc, pour vous dire les chiffres qui sont actuels de la perte de biodiversité, et de la perte de quantité d'insectes. Et avec cette quantité d'insectes qui s'effondre, vous avez évidemment tous ceux qui vivent de la chaîne trophique, et donc tous ceux qui mangent des insectes et tous les insectivores. Et donc on a un effondrement des oiseaux qui sont insectivores. La plupart des oiseaux sont insectivores à une partie, même les granivores sont insectivores à un moment de leur vie, quand ils nourrissent les petits. Et donc on a classé, par exemple, pour vous donner des exemples, on a classé le chardonneret en espèce vulnérable dans la région Occitanie, le chardonneret. C'est une espèce qui était extrêmement commune dans nos villages, partout, dans les milieux naturels. On a classé le verdier, enfin en fait, tous les oiseaux presque sont maintenant classés. On les regarde en se disant, lui, quand est-ce qu'il va passer sur la liste. Je parle aussi des mollusques. Il y a des gamins, je pense, dans les Pyrénées-Orientales. Alors on va évoquer peut-être le changement climatique, mais je te laisserai la parole, pour ne pas vous monopoliser la parole. On va parler du changement climatique, mais je pense que dans les Pyrénées-Orientales, il y a des gamins de 5-6 ans qui n'ont jamais vu un escargot. Voilà, ça fait 3 ans qu'on a la sécheresse, ça fait 3 ans qu'on a des chaleurs extrêmes, et ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on asperge les vignes avec des pesticides qui flinguent tout, quoi. Et donc, voilà, de fait, la biodiversité est extrêmement atteinte, et c'est ce qui m'a mis en marche. Voilà, en me disant, Joseph, tu étais là pour étudier, continuer à approfondir les connaissances sur la biodiversité, parce qu'on commençait à travailler sur la fonctionnalité des écosystèmes. Et je me suis dit, Joseph, là, ton travail, il n'est plus là, ton travail, il est de parler, essayer d'éveiller les consciences sur l'impact des activités humaines sur la biodiversité. Et c'est ça qui me met en route, c'est pour ça que je suis là, que je vous parle de ça. Alors, je ne suis pas un grand communicant, vous avez vu, je bafouille, je reviens sur les trucs. Mais voilà, c'est le rôle, en tout cas, que je me suis donné, c'est l'engagement que j'ai pris, d'essayer de défendre cette biodiversité, et puis d'essayer de faire que l'agriculture, parce que ça, pour moi, c'est quand même un combat assez simple d'arrêter les pesticides. On a tout dans les mains pour faire un changement, pour passer à l'agroécologie. Il suffit de donner les moyens, et de mettre des moyens qui soient... pour moi, c'est l'essentiel, c'est ce qui nous nourrit. Et souvent, j'ai envie de dire aux agriculteurs, mais est-ce que la logique de rentabilité justifie d'empoisonner la terre, d'empoisonner le vivant et d'empoisonner tes propres enfants? Voilà, c'est la question que j'ai envie de leur poser aux gens qui disent on ne peut pas faire autrement qu'utiliser les pesticides. Voilà, je conclurai cette première partie là-dessus et te donner la parole à Pierre. Merci en tout cas à tous d'être ici. Merci beaucoup Joseph, et vraiment félicitations à tous les deux pour ce que vous avez entrepris. On a vraiment besoin en ce moment de gens qui portent cette voix. Et là, vous faites vraiment quelque chose de remarquable. Alors effectivement, je regrette énormément que Lyon ne soit plus la capitale des Gaules, sinon vous auriez fini votre périple. Là, vous en avez encore un petit peu. J'espère que vous allez faire des belles rencontres et surtout que vous allez être soutenus. On le voit avec ce qui s'est passé encore la semaine dernière, la mise en pause du dispositif Ecophyto. C'est juste catastrophique. Mais ce n'est pas la première fois qu'on nous fait le coup. On nous fait le coup sans arrêt. Dès qu'il y a un souci, sur quoi on lâche? On lâche sur les pesticides. Alors moi, j'ai 2 gros inconvénients. Je suis vieux et j'ai de la mémoire. Et moi, le Grenelle de l'environnement, 2007, quand même, c'est pas récent. Engagement de la FNSEA, on réduit de 50% les pesticides agricoles.
Et quand on regarde les chiffres, ils n'ont fait qu'augmenter. On est l'un des pays les plus consommateurs de pesticides agricoles. Et qu'est-ce qu'on a lâché aux agriculteurs qui, effectivement, sont pour la majeure partie dans une situation économique et sociale catastrophique, au lieu d'essayer de changer le système qui les a mis au bord de la faillite, au suicide pour certains, et bien finalement on continue la même chose. Et sur quoi on lâche? On lâche sur les pesticides agricoles. C'est complètement délirant. Et après, ben, c'est peut-être Hugues, tu parleras un petit peu des conséquences immédiates, hein, pour tous les gens qui travaillent sur ce sujet. Mais cette mise en pause, même si le ministre de l'écologie nous a dit non, non, mais c'est juste une mise en pause temporaire, on va voir, on repartira après le salon de l'agriculture, ça a déjà des conséquences très importantes dans le monde de la recherche. Moi, je voulais également qu'on parle, parce que c'est exactement la même chose, du climat et de l'impact du climat sur les forêts. Comme tu l'as dit, Joseph, je suis passionné de forêt, et plus particulièrement de forêt sauvage, forêt naturelle, forêt primaire, chacun y va de son vocabulaire. Et j'ai eu la chance de pouvoir visiter pas mal de ces forêts en Europe, en Roumanie, en Pologne, en Slovaquie. Et en 2008, oui, c'est ça, en 2008, je voulais absolument visiter la réserve de Boubine, en Slovaquie, dans le parc national de Šumava, qui est la plus ancienne réserve naturelle d'Europe. Elle a été créée en 1858 et on l'avait placée en réserve à cette époque-là parce qu'elle avait la réputation d'être une forêt vierge. Et depuis ce temps, c'est une forêt vierge. Et en 2008, effectivement, je suis allé voir. Elle n'est pas très grande, on ne peut pas y pénétrer à l'intérieur, on fait le tour de l'extérieur et on voit de très grands conifères, sapins et épicéas en très très grande partie, avec du pitridactyle, avec des choses, voilà, c'est un vrai bonheur de naturaliste. Et je suis retourné en 2018, 10 ans après, et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme un gamin, à cause du dérèglement climatique, des sécheresses, des canicules. Toute la région enfin, les arbres sont marqués par la sécheresse. Du coup, les scolytes sont arrivés. Et alors que, comme beaucoup, je pensais que les forêts naturelles résistaient mieux, la forêt de Boubine est en train de perdre tous ces plus vieux arbres. Et quand je parle de vieux arbres, pour des conifères, on est sur des sapins, des épicéas qui ont 300, 350 ans, ce qui est beaucoup pour des épicéas. Donc, alors effectivement, les amoureux des forêts naturelles adorent les arbres morts, le bois mort. On parle de ça sans arrêt. Mais parce que c'est source de vie. Mais quand on est dans des paysages comme ça, bien évidemment, on est vraiment dans une véritable catastrophe. Alors ça, c'est la Slovaquie, c'est la Tchéquie, c'est un petit peu loin. Mais quand on regarde, nous, ce qui se passe autour de chez nous, nos forêts n'ont jamais été aussi stressées que ça, et on est en train de perdre des essences aussi communes que le boulot ou le charme. Moi, si vous m'aviez questionné il y a 30 ans, si vraiment le climat devait changer, quelle essence résisterait, mais moi j'aurais tapé sur le charme. Le charme, vraiment une espèce solide, vraiment du bois qui est particulièrement dur, une essence qu'on retrouve dans les tas de milieux, qui supporte la taille, qui supporte les coups de vent. On est en train de perdre les charmes dans nos forêts. Chaque année très sèche, chaque année très chaude, et 2022 a été le cas, un petit peu moins 2023, mais avec une canicule record, 18 jours de canicule fin août, c'était du jamais vu, avec un record de température sur Lyon. Donc on a vraiment nos forêts de proximité, qui sont en train de souffrir de façon énorme. Quand j'ai besoin un petit peu de me déstresser des soucis de la métropole, je vais dans le Jura. Le Jura, c'était encore, il n'y a pas longtemps, un petit peu le paradis des forêts qui sont pas des forêts naturelles, elles sont exploitées, et pour une bonne partie plutôt intelligemment, avec de la forêt de futaie jardinée et tout. Et depuis 2 ans, principalement, c'est vraiment marqué depuis 2022, et bien on voit des arbres morts, et ce sont les épicéas. Et les épicéas, sur le Jura, ce n'est pas une espèce exotique mal adaptée, c'est vraiment une des espèces phares de ce massif. On est en train de perdre des épicéas. Alors c'était les petites taches. 2023, ben, les taches se sont agrandies. Maintenant, il y a les scolytes. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux scolytes? Donc on sort les tronçonneuses,
les sylviculteurs, hein, que ce soit la forêt publique, la forêt privée, essayent quand même de sauver un petit peu ce qui peut être sauvé en matière économique. Mais derrière, ça veut dire qu'on va perdre des essences qui sont des essences de valeur. Les épicéas sur la forêt du Rizou, c'est des épicéas qui servaient à faire les tables de violon, c'est des épicéas qui se vendent à l'unité une petite fortune. C'est des arbres qui sont recherchés par les ébénistes. Donc, effectivement, on est peut-être des vieux radoteurs, nous, de nous intéresser aux pictridactyles ou aux insectes saproxyliques. Mais économiquement, ça a un impact très très fort. Alors quand on dit ça, tout le monde pleure. Moi, au mois d'août, j'ai fait la permanence à la métropole. J'ai eu des journalistes tous les jours qui m'ont demandé ce qu'on faisait et tout le monde pleurait avec moi sur la situation. Et je leur ai tous dit, effectivement, on pleure tous. Et quand arrivera la Toussaint, on aura tous oublié. Et dans nos débats politiques, quand on parle effectivement de lutter contre les gaz à effet de serre et notamment de lutter contre la voiture, et là on est des assassins, on est des terroristes, on va priver quand même les Français de voitures, les pauvres ne pourront pas changer de voiture. Alors à savoir quand même que dans les quartiers populaires de la métropole, un tiers de la population n'a pas de voiture, pas par choix écologique, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer des voitures. Mais parce que certains veulent continuer à rouler avec les SUV, les 4x4, tous ces engins-là, de rouler pour ne pas prendre le bus, être tout seul dans sa bagnole en écoutant la radio, on continue ça. Et le dérèglement climatique, moi on me casse les pieds tous les ans à chaque pic de chaleur, à chaque sécheresse. Alors les gens sont plus sensibles aux canicules qu'aux sécheresses. Mais derrière, pour arriver à faire bouger les lignes, je vous garantis que c'est vraiment un sacerdoce et on en prend assez régulièrement plein la figure, notamment de notre opposition. Voilà, moi je suis passé de pratiquement 40 ans de militantisme associatif à une expérience politique, hein, que je ne regrette pas, qui est passionnante, qui, voilà, en plus dans une magnifique collectivité, mais je découvre des choses qu'on ne peut voir que de l'intérieur. Il faut arrêter de penser que tous les politiques sont des pourris, des véreux et tout. Mais là, on mesure quand même le poids des lobbies, on mesure un petit peu les pressions des gens, et puis le populisme qui peut être employé. Et encore une fois, qui c'est qui trinque en premier? C'est la nature, et la nature, c'est tous les gens qui dépendent de la nature. C'est pas uniquement les petites fleurs et les petits oiseaux, comme on me disait à une époque, tu es écologiste, tu défends les petites fleurs et les petits oiseaux. Je défends aussi les grands arbres et les grosses bêtes. Donc moi je suis Gauthier Chaput, je suis adjoint au maire de Lyon, délégué à la biodiversité, la végétalisation, la condition animale et l'alimentation. Donc autant dire que sur toute la délégation, les pesticides, l'effondrement de la biodiversité, voilà, on en parle beaucoup. Et effectivement, ce que disait Pierre, je vais m'attarder surtout sur la partie alimentation parce qu'on sort de cette crise agricole qui en fait n'est pas finie, qui est finie que pour les têtes pensantes de la FNSEA et puis pour les ministères en se disant qu'ils se sont tapés dans la main et que maintenant tout est réglé, que tout le monde rentre à la maison. Et en fait, il y avait encore des barrages qui ont été évacués, d'agriculteurs et d'agricultrices, qui disent que ce n'est pas fini et que ça ne va absolument rien résoudre. Bien au contraire, si ça résout à la limite des épines dans le pied de certains gros agriculteurs qui ne profitaient pas plus largement encore des aides de la PAC sur ces enjeux environnementaux qui les contraignaient. Pour 80% des agriculteurs et des agricultrices, c'est une catastrophe les décisions qui ont été prises et ça ne va rien résoudre, vraiment. Et donc c'est ça aussi que l'on porte à la ville de Lyon et c'est tout le travail que l'on fait sur notamment l'ambition qu'on porte sur l'agriculture biologique dans les cantines. Alors c'est un label qui a ses limites, mais malgré tout, de l'inscrire en objectif 100% sur les crèches, sur les écoles, sur les EHPAD, sur les résidences seniors, sur le marché public plus largement, ça permet aussi d'envoyer un message et de dire qu'il y a une autre sorte d'agriculture qui peut sortir du pesticide, qui peut respecter la biodiversité et qui, en plus de ça, fait un pas de côté sur la course en avant que l'on a en ce moment, sur la productivité, l'endettement des paysans, la course à l'élargissement des terres, l'arrachage des haies, cette dynamique-là qui est mortifère en fait, mortifère avant tout pour ceux qui produisent,
qui les met dans des situations sociales impensables et inimaginables. Pierre parlait des suicides, c'est un agriculteur tous les 2 jours qui se suicide en France. Donc une crise sociale et une crise environnementale sans précédent avec l'effondrement de la biodiversité. Alors moi je vous félicite pour cet appel de la forêt. Tout n'est pas perdu. À la ville de Lyon, je pense qu'on a été beaucoup à vouloir répondre à l'appel de la forêt, notamment pendant le Covid, quand on était enfermés dans cette ville. Et malgré tout, eh ben, on réentendait les oiseaux. On réentendait eh ben, finalement la vie autre au travers de nos fenêtres. Et je pense que l'appel de la forêt résonne bien plus après cette période-là. Voilà, et en tout cas, on vous suivra jusqu'à Paris dans votre périple, et on espère que ça va faire résonner et que ça répondra notamment à certaines consciences, on l'espère, et que vous serez nombreux et nombreuses à Paris pour l'arrivée, avec des prises de position. Vous arrivez quand exactement? On arrive le 2 mars. Le 2 mars, donc ça sera juste après le Salon de l'Agriculture. Bon, non, le salon de l'agriculture finit le 3. Ah oui. Et donc on fait un événement le 2 mars avec un collectif associatif. Donc il y a plein de gens qui nous rejoignent. On va faire un communiqué de presse commun avec des gens qui sont Alternativa, Greenpeace, Secret Toxique, les médecins contre les pesticides, enfin l'appel des médecins contre les pesticides. Enfin voilà, plein d'associations finalement de protection de la nature en gros, et qui luttent depuis longtemps contre les pesticides. Et puis Réserve naturelle de France pour le réseau des espaces protégés. On espère avoir les SEN aussi, Conservatoire des espaces naturels. Et donc pour faire un collectif et faire un communiqué collectif de toutes ces structures pour dire que voilà, on défend une autre voie que celle effectivement de la FNSEA. Tout à fait. Et à savoir qu'il y a un très bon papier qui est paru dans Le Monde il y a de ça 1 an, je dirais, sur le fait qu'on peut nourrir l'Europe. Nourrir l'Europe, hein. Attention, pas avoir une balance économique exportatrice de produits agricoles, mais nourrir l'Europe, parce que c'est vraiment ça sur lequel il faut revenir, une agriculture qui nourrit les gens, et qu'on peut nourrir l'Europe avec une approche agroécologique finalement, et ça c'est ce qu'on rappelle tous les jours dans les menus de la cantine, mais qu'il faut rappeler également plus largement. Donc merci en tout cas de cet appel. Joseph, tu as parlé de forêts, de chênes, d'arbres, de petites bêtes, et juste je voulais replacer ce que c'est que le milieu de vie d'une petite bête. Une forêt de chênes, c'est le biotope d'un cerf, avec des grands bois là, tout le monde voit ce que c'est qu'un cerf. Mais un seul chêne adulte peut être le milieu de vie de 300 à 400 espèces d'insectes différents, qui ne se croisent pas, parce qu'il y en a qui vivent le jour, la nuit, au printemps, l'été, l'automne, sous les écorces, sur les feuilles, sur les fleurs. Et donc c'est ça la réalité. Donc les micro-habitats que fournissent les arbres sont primordiaux, d'autant plus que c'est le milieu originel et le milieu stable. L'évolution des végétaux, si on laisse des espaces, se transforme en une forêt inévitablement sur le territoire de l'Europe occidentale, dont la France. Et donc on finit avec une forêt de chênes, chênaies hêtraies, chênaies charmées, en fonction d'où on est. Mais en tout cas, les arbres finissent par dominer. Et toutes les zones de lisière, les zones d'éboulement, les zones de chablis, les zones qui sont ouvertes, fournissent des prairies et des espaces de nourrissage, avec les plantes fleuries, à tout un tas d'autres bestioles, tout un tas d'autres insectes. Sur les arbres, je voudrais quand même, juste, même si ce n'est pas mon domaine d'expertise, je voudrais quand même réagir un petit peu sur ces arbres-là. De quoi on parle? Les plantes sur la Terre représentent plus de 82% de la biomasse terrestre. D'ailleurs, si vous fermez les yeux une seconde et vous imaginez un espace naturel, vous verrez peut-être une ou deux bestioles, un ou deux champignons, mais surtout des plantes de partout, même des plantes de 2 cm, vous les voyez à 10 km d'altitude, ça s'appelle un terrain de golf ou un terrain de foot. Et donc les plantes dominent largement la biomasse. Et c'est bien par les plantes qu'on pourra sortir de ce marasme, parce que les plantes fournissent l'évapotranspiration, fournissent de l'ombrage, et par l'émission d'eau, l'émission de pollen, l'émission de bactéries, elles provoquent l'agrégation des molécules d'eau, et donc la formation de nuages, et donc la pluie. S'il n'y avait pas d'arbres sur la planète, il pleuvrait à 400 km des côtes, grâce aux embruns, et tous les continents seraient des déserts. Comme il y a des arbres, ils provoquent des nuages et de la pluie, donc il pleut, donc il y a des arbres, etc., etc. Donc on a un lien tout à fait étroit, et c'est vraiment que, d'ailleurs, c'est 30% de l'eau qui provient des océans et 70% des arbres. Donc on peut trouver une voie de sortie si tant est qu'on plante massivement des arbres et qu'on arrête de les couper, et qui plus est, les arbres gros, adultes, même s'ils deviennent de plus en plus rares en dehors des forêts protégées, les arbres adultes, pour planter des petites baguettes qui rempliront leur fonction écologique dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, pour un chêne qui est adulte parfois à 150 ou 200 ans. Juste pour contrebalancer cette importance des arbres,
et notamment alors sur les aspects hydriques, mécaniques, biologiques, écologiques, les fonctionnalités qui rendent pour l'agriculture, puisqu'on revient à ce sujet-là, eh ben, comprenez qu'on a coupé entre 1,5 et 2 millions de kilomètres de haies en France en 100 ans. Ça veut dire 40 à 50 fois le tour de la Terre, en kilométrage de haies. Et quand on connaît aujourd'hui, quand tout le monde s'accorde, quand c'est un consensus scientifique et agronomique ou agroécologique sur l'efficacité de la haie, l'année dernière, on a coupé encore 23 000 km de haies alors qu'on en plantait 6 à 7 000. Donc vous voyez que le différentiel est encore largement négatif et qu'on est en train de ravager les derniers résidus qui fonctionnaient correctement. Alors si je reviens un petit peu sur les insectes, eh ben, le problème c'est qu'on a une intoxication tout azimut, et qu'en fait toutes les espèces sont en train de disparaître, hein, comme on l'a vu, 30-40% des pollinisateurs sont en voie d'extinction. On a mesuré dans une étude allemande qui suivait, alors tu as cité l'étude d'Allemagne là, sur 30 ans, qui annonce qu'on a perdu près de 80% de la biomasse en 30 ans, mais il y a pire, en 2019, 2 ans plus tard, est parue une étude dans Nature qui montre qu'on a perdu en 10 ans seulement sur 290 sites, 150 prairies et 140 forêts, les 2 tiers de la biomasse, en 10 ans seulement, 67%. 8 individus sur 10, il manque 8 insectes sur 10 en 10 ans. Et le tiers des espèces. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, ça veut dire que les grandes fonctionnalités ne peuvent plus être rendues. Ça veut dire que les animaux qui se nourrissent, comme tu l'as dit, les oiseaux, tous les oiseaux, à part les oiseaux d'eau et les gros rapaces, tous les oiseaux nourrissent leurs bébés avec des insectes. Mais ça veut dire aussi les chauves-souris, ça veut dire les mammifères, ça veut dire les amphibiens, les reptiles, les araignées, les insectes prédateurs. Bref, toute la chaîne est perturbée, mais ça veut aussi dire le recyclage des matières organiques, puisque c'est essentiellement le rôle des insectes. Ça veut dire aussi la pollinisation. 9 plantes sur 10 sauvages sont là parce que des insectes se sont baladés sur les fleurs la génération précédente. C'est absolument pas anodin. S'agissant de notre alimentation, c'est les 3/4 de l'alimentation. Et puis, évidemment, la protection des cultures, si on en revient à l'agriculture, puisque ce sont les principaux protecteurs des cultures qui se consomment, qui prédatent ou qui parasitent les bestioles qui sont susceptibles de manger les mêmes choses que nous. Juste, je voulais revenir sur les causes de l'effondrement du vivant. Elles sont très claires, très simples, et du coup, si on les analyse ou si on les regarde avec attention, c'est facile de les inverser. C'est un mouvement de société important qu'il faut faire. On a peut-être l'espoir dans la société humaine qui peut bouger, mais surtout dans la capacité de la nature à être résiliente et à recoloniser, pour peu qu'on lui laisse un peu de place et de temps. Alors, les causes de disparition du vivant, c'est les pollutions, tous azimuts, donc pollution agricole, industrielle, routière, lumineuse, domestique. Il y en a plein, c'est pas que les agriculteurs, évidemment, mais c'est aussi la destruction des habitats. Et ces 2 causes en entraînent une 3e qui s'appelle les bouleversements climatiques. La Terre brûle parce que les milieux sont pollués et parce que les milieux sont détruits. Les autres causes, c'est la surexploitation des ressources, hein, surpêche, surchasse, les destructions mythologiques ou les rêves qu'on a sur les animaux ou sur les plantes. Et puis, évidemment, les espèces exotiques invasives, un terme assez péjoratif pour ne pas rappeler qu'on a vendu ces espèces et qu'on s'est fait de l'argent pendant un certain temps, pas toutes, mais la grande majorité, on s'est fait de l'argent à vendre le buddleia, à vendre la renommée du Japon, à vendre tout un tas de plantes qui sont maintenant invasives et qui posent des problèmes et qui sont à nouveau une cause aggravante sur la disparition du vivant. Alors, je vais terminer en vous parlant, même si Gauthier l'a évoqué, des mesures annoncées le 1er février par le gouvernement, qui consistent à mettre en pause le plan Écophyto. Comme l'a rappelé Pierre, le plan Écophyto, l'objectif de 50% de réduction en 10 ans, finalement c'est 40% d'augmentation. Et là, le nouveau plan Écophyto 2 n'avait même pas d'objectif. Et le balayer, ça veut dire supprimer l'espoir de réduire et de sortir des pesticides. Ça veut dire supprimer les finances qui étaient attribuées à la recherche sur le prélèvement de cette taxe Écophyto. Ça veut dire qu'en fait, on remet absolument tout en cause, ça va absolument à contre-cours de l'histoire, c'est un retour en arrière, et c'est surtout une destruction de l'outil de travail des agriculteurs. Et c'est ça qui est terrible, parce que c'est grâce aux haies, c'est grâce au talus, c'est grâce à tout ça que leur système fonctionne. L'agriculture et l'élevage, on détourne des bénéfices, un processus naturel pour en extraire des bénéfices. Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je suis en train de dire là. Mais biologiquement, les organismes vivent tout seuls. On les protège, on les soigne, on enlève les concurrents parfois, on paille, on nourrit, on arrose quand on cultive. Mais pour autant, les processus biologiques restent naturels. Et c'est pour ça qu'on est en train de publier, alors j'ai pas tout à fait les chiffres, on doit être à près de 140 labos spécialisés, HDR, chercheurs, experts nationaux et internationaux sur les pollinisateurs, à publier une tribune justement pour dénoncer l'arrêt de la mise en pause du plan Écophyto et toutes ces implications au jour le jour pour la recherche, pour le vivant, mais avant tout pour l'agriculture.
qui est en train, sous couvert effectivement de lobby agro-industriel, de perdre les fonctionnalités agronomiques, les fonctionnalités écologiques qui font que l'agriculture fonctionne. Et pour conclure, eh ben, je parlerai, parce que Michel est là, et c'est aussi un des représentants, de le Tour de France qui est prévu par Secret Toxique, donc vous devez être au courant aussi, hein, qui passera dans la région lyonnaise entre le 20 et le 30 mars. Il y a plusieurs cinés qui proposent d'accueillir le film avec des débats. Michel, je pense que tu interviens aussi à quelques débats avec Gérard Boinon, avec pas mal de partenaires, pour aller un peu parler de cette problématique. Et c'est quoi Secret Toxique? Ben, c'est pas parler des pesticides, c'est pas parler des mêmes pesticides, c'est avant tout de parler des produits de biocontrôle, c'est-à-dire des produits qu'on nous vend comme étant des pesticides bio, du glyphosate bio. Donc vous comprenez que ce n'est pas du glyphosate, et le glyphosate bio, en l'occurrence, est censé être du vinaigre, enfin de l'acide acétique, de l'acide capréique et de l'acide pélargonique. Voilà, donc des acides qu'on extrait de certaines plantes et qui ont une fonctionnalité sur les organismes cibles, tout en ayant peu de rémanence. Or, en réalité, les producteurs de ces produits sont rentrés en enfonçant des portes ouvertes, en disant bon, les petits écolos, vous voulez des produits de biocontrôle, pas de problème, on vous en produit. Sauf que les analyses chimiques montrent que sur les 60% d'agents mouillants et d'adjuvants qu'on retrouve dans ces produits de biocontrôle, eh ben, on y retrouve des composés volatiles aromatiques, hautement toxiques, cancérigènes, on y retrouve des métaux lourds. Bref, ils sont en train en fait de débarrasser leurs résidus des chaînes pétrochimiques dans des produits dits de biocontrôle sur lesquels on peut normalement manger au bout de 24 heures puisqu'il n'y a plus de résidus. Et donc c'est assez terrible, et je vous invite donc à aller voir ces films, à participer au débat, et il y aura même une table ronde qui sera proposée à la Maison de l'Environnement le 28 mars autour de Secret Toxique, et vous pourrez donc vous informer sur ces choses-là, parce que là encore c'est une question de rapport de force. Tant qu'on n'est que quelques-uns à se réunir, ça ne marchera pas. Quand on sera quelques dizaines de milliers, ils commenceront à écouter, quand on sera des centaines de milliers, ils serreront les fesses, et quand on sera quelques millions, on se fera entendre et on pourra imposer un certain nombre de choses pour le bien commun. Et donc c'est vraiment une question de rapport de force. Prenez votre bâton de pèlerin, on n'a plus longtemps. Le point de bascule, s'il n'est pas passé, va arriver incessamment sous peu. Il va falloir convaincre un maximum de gens, vos voisins, vos amis, vos copains, votre famille, vos ennemis, vos collègues, tous ceux qu'il y a autour de vous, parce que c'est simplement une histoire de survie dont on est en train de parler. L'humanité est menacée et est en train d'embarquer plusieurs millions d'espèces qui n'ont rien demandé. Et donc qu'on soit croyant, qu'on ne soit pas croyant, qu'on défende la création, qu'on défende le vivant, ou qu'on défende simplement l'humanité, ça passe inévitablement par la sauvegarde des formes de vie qui nous entourent. Voilà, je vous remercie.